Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue donc à cette nouvelle émission d'Ascension TV. Ce soir, on reçoit Liselotte Papose dans le cadre de sa découverte. Nous allons découvrir qui est Liselotte, son parcours, son histoire, et puis bien sûr découvrir ce mystérieux, en tout cas pour moi, pour ma part, Kundalini Yoga, plus en détail. Donc je laisse la parole à Aline et ensuite elle sera toute à Liselotte. Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Liselotte, bonsoir Didier. Je suis particulièrement fière ce soir de recevoir Liselotte car c'est ma prof de yoga Kundalini depuis maintenant 3 ans. C'est la 3e année que on s'est rencontrés grâce à un flyer. Merci le flyer. Et j'étais en plein éveil, je voulais faire du yoga, je ne savais pas quel yoga. Et au début de mon éveil, je me suis dit, je tombe sur ce flyer, je le mets de côté. Et une dizaine de jours après, je me dis, OK, il y a quelque chose qui me dit, vas-y Aline. Ce flyer n'avait pas disparu de ma console, donc je me suis dit, OK, j'y vais. Et depuis, eh bien, j'ai plus jamais arrêté parce que les bienfaits du yoga Kundalini, je les ai sentis tout de suite. Et pourtant, Dieu sait que j'étais pas bien éveillée et ça m'a tout de suite recentrée et j'ai tout de suite adopté cette pratique qui, au départ, je l'avoue, m'a semblé quelque peu bizarre. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu spirituel, ça m'a paru particulier, mais en fait, maintenant, j'adhère totalement parce que à chaque fois que je vais à un cours, chaque fois, je ressors de là totalement centrée, apaisée et sereine. Et ça n'a pas de prix à notre époque. Liselotte, je te laisse la parole pour la suite. Merci Aline déjà pour ce beau témoignage. Bonsoir à tous et avant tout merci à Aline et Didier de me permettre de présenter ce fabuleux outil, je dirais même cette science qu'est le Kundalini Yoga. Donc c'est en toute humilité que je vais donc vous faire une présentation, on va dire généralisée ce soir de cette pratique qui mérite à être connue et reconnue car elle est peu répandue en Occident, bien que ce soit un yoga très ancien. Donc, avant de commencer, peut-être, je vais énumérer un petit peu les différentes parties qui vont suivre. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter, expliquer un petit peu, mon parcours, comment j'en suis arrivée à transmettre le Kundalini Yoga. Dans un second temps, je présenterai plus en détail cette pratique en rentrant plus dans le concret, les origines du Kundalini Yoga, comment il s'est répandu en Occident. Après, je comptais également aborder l'énergie Kundalini, car il peut y avoir aussi beaucoup d'amalgame par rapport au Kundalini Yoga, à l'énergie Kundalini, donc pouvoir vous l'expliquer en détail. Sans oublier de vous présenter les différents chakras, les différents centres énergétiques qui sont directement reliés à cette énergie Kundalini. Et ensuite, vous expliquer un petit peu comment se passe une séance de Kundalini Yoga, donc un cours traditionnel. Et pour finir, les bienfaits du Kundalini Yoga qui sont très vastes, très variés. Et ensuite, je serai toute oui pour vos questions. Donc, je m'appelle donc Liselotte Papose. J'enseigne le Kundalini Yoga dans la région de Montpellier et aux alentours depuis maintenant un petit peu plus de 3 ans. Je pratique en fait le Kundalini Yoga depuis 12 ans maintenant. Donc, j'ai commencé assez jeune sur cette voie et dès la première fois où j'ai pratiqué ce yoga, j'ai eu l'impression de déjà connaître cette pratique, les postures. C'était ça a vraiment parlé à mon corps, mais je dirais même plus à mon âme. Donc au début, j'ai vraiment pratiqué par passion, sans forcément me dire qu'un jour je serai enseignante de Kundalini Yoga et dans la transmission. Mais après, c'est une pratique qui apporte tellement qu'elle nous amène sur un certain chemin de vie. C'est même une philosophie de vie par la suite. Et en fait, la transmission s'est fait naturellement.
Donc moi, je me suis formée auprès de l'école du Tantra, qui est basée dans la région de Bordeaux, en fait, entre la Gironde et la Dordogne. C'est une école qui a plus de 35 ans, qui a été fondée par Jean-Jacques Rigoux, qui a été disciple de Yogi Bhajan. Donc, j'approfondirai qui est Yogi Bhajan, mais voilà, c'est la personne qui a permis de répandre le Kundalini Yoga en Occident. Donc cette école forme des professeurs de Kundalini Yoga et chaque année, on voit le nombre de professeurs augmenter. Donc il y a vraiment une expansion dans ce domaine. Et d'ailleurs, Yogi Bhajan disait que un jour, l'idéal ce serait qu'il y ait un prof de yoga à chaque coin de rue. Donc c'est sûr que le monde serait plus en paix si c'était le cas. Après cette formation de Kundalini Yoga, elle est vraiment très approfondie. Elle est sur un cursus de 3 ans et ça permet vraiment d'intégrer l'enseignement et du Kundalini Yoga, mais l'intégrer aussi dans son quotidien. Donc au-delà d'une formation, c'est vraiment un processus de transformation qui s'opère pendant ces 3 années de formation. Et parfois, d'ailleurs, on met un petit peu plus de temps. Moi, j'ai mis 6 ans au total pour me former, le temps que les enseignements s'intègrent dans ma vie au quotidien. Donc, c'est assez étonnant de parler du Kundalini Yoga parce que c'est plutôt un yoga tantrique, c'est-à-dire que c'est un yoga qui passe par l'expérience. Souvent, on dit voilà qu'une once de pratique, ça vaut 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus que 10 tonnes de théorie. Et c'est vrai que le Kundalini Yoga, ça s'expérimente plus que ça ne s'explique. Mais c'est intéressant aussi de pouvoir, comme on le fait ce soir, pouvoir l'aborder de façon un petit peu plus généralisée pour peut-être donner envie à certaines personnes d'aller essayer un cours de Kundalini, car il y en a dans toute la France et même dans le monde entier. Donc, pour la présentation du Kundalini Yoga, déjà, avant de commencer, le yoga, c'est un terme qui signifie union. C'est vraiment le lien. Donc après, on peut faire différents liens, mais c'est vraiment le lien entre le corps et l'esprit. C'est vraiment le terme la définition du mot yoga. Et le Kundalini Yoga est souvent appelé yoga originel ou yoga mère parce que donc il synthétise différents types de yoga. Après, on ne sait pas exactement d'où il prend sa source. Ce que l'on sait, c'est que c'est vraiment un yoga très très ancien qui comme tout yoga traditionnel, vient d'Inde. Il n'y a pas de, je pense que c'est important de le dire, qu'il n'y a pas de notion de religion dans le Kundalini Yoga, bien qu'il soit passé par les Sikhs, donc qui est une caste en Inde, qui utilisait en fait cet outil du Kundalini Yoga pour se préparer dans leur vie au quotidien, dans leur pratique au quotidien. Donc même si c'est un yoga qui a un aspect spirituel, il n'en est pas pour autant religieux. Donc ça, c'était important de le préciser. Et donc sa particularité, c'est qu'il n'était transmis que de bouche à oreille. Donc il y avait vraiment cette notion de secret et de sacré que l'on tente aussi de préserver actuellement, mais on ne transmettait ce yoga que de bouche à oreille jusqu'à ce que Yogi Bhajan, donc qui a été un sikh très reconnu dans le monde entier, décide de répandre cette pratique à un plus grand nombre et notamment dans le monde occidental. En fait, donc Yogi Bhajan est décédé en 2004 à l'âge de 75 ans.
Mais à l'époque, dans les années 70, il avait été assez interpellé par beaucoup de jeunes en quête de spiritualité, qui en fait, bon, c'était le mouvement un petit peu hippie, hein, qui venait en Inde et puis qui ensuite repartait notamment aux États-Unis et qui ont eu tendance aussi à plonger totalement dans la drogue. Et en fait, au début, il a utilisé en fait le Kundalini Yoga comme outil pour aider ces jeunes aux États-Unis à sortir en fait de cette dépendance aux drogues. Donc c'est pour montrer également à quel point cette technique, cette pratique est puissante au niveau du système nerveux. Donc c'est en fait comme ça que le Kundalini Yoga est arrivé en Occident, donc d'abord aux États-Unis, pour aider avant tout des personnes qui étaient addictes aux drogues. Donc ensuite, voilà la spécificité de ce Kundalini Yoga. Disons qu'après, on va dire qu'en Occident, il y a 25 courants de yoga, on va dire les plus connus. Donc le Kundalini Yoga en fait partie, bien que ce soit pas le plus connu dans les 25, mais aussi non. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe des centaines et des centaines de yogas différents. Voilà. Donc cette pratique, on va dire qu'elle se différencie des autres yogas dans le sens où elle agit déjà sur tous les plans de l'être. Donc sur les 7 chakras, pas seulement sur les chakras du triangle supérieur, on va dire qui nous connectent à des centres d'énergie plus subtils, à des plans plus subtils. C'est vraiment l'ensemble du corps dans son entier. Donc par exemple, le corps physique, on va agir sur le système glandulaire, sur le système immunitaire, sur le plan énergétique, donc puisqu'on active l'énergie vitale, mais également le champ magnétique, donc l'enveloppe vibratoire propre à chacun. C'est un yoga qui va également agir sur le plan psychologique, au niveau notamment du renforcement du système nerveux. D'ailleurs, on dit souvent que c'est le yoga des nerfs solides, mais dans le bon sens du terme, hein, pour pouvoir développer un système nerveux qui n'est pas défaillant et qui permet de garder un esprit positif. Il agit sur l'équilibre mental, mais aussi sur la gestion des émotions, la gestion du stress. Et ensuite, il y a également cette notion de spiritualité, puisque c'est un outil d'éveil de la conscience. Au travers du corps, il y a un processus qui s'enclenche, qui permet de connecter avec sa sagesse intérieure et quelque part, on vient nourrir notre âme au travers de cette pratique. Donc ça, c'est important de le souligner. Ce qui est important aussi, c'est que il va un petit peu à l'encontre du modèle dans notre société qu'on essaie un petit peu de nous faire passer, de toujours performer, d'essayer d'être toujours le meilleur. Il n'y a pas de niveau dans ce yoga. N'importe qui peut commencer à pratiquer en cours d'année, intégrer un groupe qui a déjà pratiqué depuis plusieurs années, sans pour autant se sentir pas au niveau. Il y a pas du tout cette notion-là de performance à atteindre. Et contrairement dans certaines salles de sport, par exemple, où les gens vont se regarder dans le miroir en train de pratiquer, dans ce yoga-là, on pratique vraiment de façon intériorisée, les yeux fermés. Voilà, on ressent. On n'est pas dans le fait de se voir, on est dans le fait vraiment de se ressentir, et ça fait vraiment toute la différence au niveau de l'intégration en fait de la pratique et de l'énergie aussi à l'intérieur de soi. L'avantage aussi que présente cette pratique, c'est que les effets
sont très puissants, certes, mais très rapides. Il n'y a pas besoin de pratiquer le Kundalini Yoga pendant toute une année pour pouvoir en ressentir les bienfaits. Donc il y a des résultats assez spectaculaires. Par exemple, au niveau des douleurs physiques, il peut arriver que des personnes aient souvent, alors soit des maux de dos, des migraines, et au bout déjà d'une séance, d'un seul coup la douleur disparaît. Ou encore des gens qui ont beaucoup de mal à dormir la nuit et qui déjà dès le premier cours arrivent à dormir 7 heures d'affilée alors que ça ne leur était pas arrivé depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment assez surprenant. Après, c'est vraiment en fonction de chaque individu, de son histoire, de là où il en est dans sa vie aussi, que les effets se font ressentir. Mais dans tous les cas, la plupart du temps, il se passe toujours quelque chose. Voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe dès le premier cours. J'en viens à parler donc de l'énergie Kundalini. L'énergie Kundalini, donc c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale qui en fait est située à la base de la colonne vertébrale. C'est comme un potentiel d'énergie qui souvent est endormi, est en sommeil en fait, et on n'utilise pas ce potentiel ou très peu. Ce qui explique pourquoi certaines personnes ont besoin de dormir 10 heures par nuit, alors que vraiment, quand on réveille cette énergie-là, 5-6 heures de sommeil peuvent suffire pour sans se sentir fatigué en fait. Hein. C'est vraiment en fait insoupçonné et justement en pratiquant le Kundalini Yoga, on travaille à réveiller cette énergie. Et donc dans ce yoga, on axe beaucoup le travail sur la colonne vertébrale puisque cette énergie circule le long de la colonne vertébrale, sur laquelle donc sont alignés ensuite donc les 7 chakras, les 7 centres énergétiques que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Et donc cette énergie Kundalini, soit elle est endormie, soit parfois elle peut être bloquée, voilà, et elle ne monte pas totalement, elle ne circule pas librement en fait le long de la colonne vertébrale dans tout le corps pour ensuite circuler en fait en continu dans le corps et alimenter l'énergie, l'élan vital dont on a besoin en fait chaque jour pour rester dans une joie de vivre et dans un entrain qui nous permet d'avancer dans nos projets, dans notre quotidien. Et souvent, on entend parler de montée de Kundalini. Donc après, sur Internet, on voit un petit peu de tout. Mais justement, le Kundalini Yoga n'a pas pour objectif d'atteindre une montée de Kundalini. Une montée de Kundalini, quelque part, c'est d'un seul coup cette énergie vitale qui était endormie ou un petit peu en sommeil, qui va se réveiller et qui quelque part n'est pas canalisée, n'est pas contrôlée et qui va suivant chacun, hein, c'est pas forcément les mêmes effets, va faire atteindre un niveau de conscience modifié, qui va être soit une expérience superbe pour certains, ou pour d'autres, ça va être compliqué. Il y a des gens qui font des montées de Kundalini Yoga où ça dure juste quelques heures, d'autres quelques jours, d'autres des semaines entières. Donc c'est vraiment c'est quand l'énergie n'est pas canalisée. Et justement, dans le Kundalini Yoga, on travaille à canaliser cette énergie parce que l'objectif c'est pas qu'il y ait une fuite de l'énergie. Quand il y a une montée de Kundalini, l'énergie en fait elle nous traverse, mais elle ne reste pas à l'intérieur de soi. Donc c'est tout l'art de la pratique, c'est d'activer cette énergie et d'apprendre quelque part à la contrôler dans un lâcher prise en fait dans la pratique. Mais quelque part quand on comprend comment fonctionne son corps, fonctionne son énergie, on arrive ensuite à totalement lâcher prise. Et c'est là où l'on se rend compte que beaucoup de personnes ne savent pas forcément comment fonctionne leur corps et quelle belle alchimie se met en place dans un corps humain au quotidien. Donc on apprend également à s'écouter et à écouter les signaux que notre corps nous envoie avant même de le mentaliser avec notre conscience ou notre inconscient. Donc on apprend vraiment à ressentir dans son corps.
Donc je reprends. Voilà, donc ça c'était important par rapport à l'énergie Kundalini, donc je le rappelle, qui est l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, on pourrait même approfondir en disant que c'est vraiment l'énergie liée à notre créativité. Voilà, quand on est connecté à la vie à l'intérieur de soi, la créativité également est intimement liée à cette énergie vitale. Donc peut-être si je vous explique les chakras, pour certains, ce sera un petit peu plus clair. Donc déjà, chakra, on en entend beaucoup parler. Donc qu'est-ce que ça signifie? Déjà, c'est en sanskrit, hein, donc c'est un dialecte indien, chakra. Mais donc en français, ça signifie roue. R-O-U-E. Donc c'est des centres d'énergie. On pourrait même dire que ce sont des vortex d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on les appelle roues. Et dans lesquels il va circuler plus ou moins d'énergie en fonction des blocages et du vécu de chaque individu. Sachant que chaque chakra, chaque centre énergétique est relié à un organe qui est également relié à une émotion ainsi qu'à un élément. Donc, en fonction de ce que l'on a vécu, parfois l'énergie ne circule pas dans tel ou tel chakra. Et là, ça crée une fuite d'énergie qui peut expliquer pourquoi on peut être fatigué, pourquoi on a tendance à être très en colère. Donc, la pratique du Kundalini Yoga permet d'équilibrer la circulation de l'énergie dans ces 7 centres énergétiques, les 7 chakras que nous avons donc dans notre corps, que chaque individu a dans son corps. Donc nous avons un triangle inférieur et un triangle supérieur, puisque en fait le corps est représenté comme un triangle en fait dans le yoga. Et les centres énergétiques du triangle inférieur, ce sont plutôt des énergies qui vont nous permettre de nous ancrer dans la vie au quotidien, pour se mettre en action, pour réaliser des projets. Et le triangle supérieur, ce sont plutôt des centres d'énergie qui vont nous connecter avec une créativité, une sensibilité particulière qui va nous relier à notre conscience et à notre spiritualité. Mais quelque part, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, ces deux énergies, elles s'équilibrent. Donc le triangle inférieur est tout aussi important que le triangle supérieur. Et c'est la spécificité du Kundalini Yoga, c'est que vraiment on travaille sur les 7 centres énergétiques, les 7 chakras. On ne dénigre aucun chakra puisque chaque énergie qui est présente dans ces centres énergétiques est précieuse pour l'épanouissement du plein potentiel de l'être humain. Donc le premier chakra, il est lié à l'élément terre ainsi qu'aux organes d'élimination. Donc il se situe entre l'anus et les organes sexuels et il est représenté par la couleur rouge. C'est vraiment un centre énergétique qui permet en fait de se connecter à son enracinement, à sa capacité aussi à éliminer et à la sécurité, à la survie. Donc il est essentiel aussi d'être en connexion avec cette énergie. Ensuite, le deuxième chakra qui est lié à l'élément eau, donc aux organes sexuels. Il est représenté par la couleur orange. Donc c'est également la couleur que l'on affilie au Kundalini Yoga puisqu'on utilise essentiellement l'énergie du deuxième chakra. Pas seulement d'un point de vue énergie sexuelle, parfois on limite en fait cette énergie à l'énergie sexuelle, alors que cette énergie c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie qui également amène la vie sur Terre. Donc on utilise cette énergie pour la faire monter en fait dans les autres centres énergétiques. Voilà, elle va impulser pour faire monter en fait cette énergie sexuelle dans des centres d'énergie plus subtils et surtout plus conscients. Ce qui amène justement une ouverture et une conscience plus grande de soi, mais quelque part après de l'univers dans son entier. Donc le deuxième chakra est vraiment lié à la créativité. Voilà.
Ensuite, le troisième chakra. Troisième chakra qui, lui, est lié à l'élément feu. Qui est important également en Kundalini Yoga, hein, parce que c'est plutôt un yoga feu, un yoga solaire. On réveille cette énergie vitale justement en donnant du rythme et de l'impulsion dans la pratique, et on va connecter cette énergie au niveau du nombril, au niveau de l'ombilic, qui est représenté par la couleur jaune. Et là, c'est vraiment le centre d'action, d'affirmation, d'identité, et non de personnalité entre guillemets, quoi. C'est vraiment son identité profonde. C'est le moi, si on devait le définir plus précisément. Et donc là, on est dans le triangle inférieur. Ensuite, on va remonter au niveau du quatrième chakra, au centre de la poitrine, qui lui est le centre énergétique qui crée l'équilibre, en fait, entre le triangle inférieur et le triangle supérieur. Et c'est vraiment le centre relié au cœur, à notre potentiel de donner, de recevoir, mais également notre capacité à avoir de la compassion, de l'empathie, de la tolérance envers les autres, mais avant tout envers soi-même. C'est ce qu'on apprend au travers de la pratique, c'est que quelque part, tant que ce n'est pas intégré à l'intérieur de soi, avec toute la bonne volonté du monde, on aura du mal à être totalement juste et dans notre propre vérité avec son entourage et avec l'extérieur, tant que c'est pas acquis à l'intérieur. Donc le quatrième chakra, lui, il est représenté, la couleur du cœur, elle est représentée par la couleur verte. Et il se situe donc au niveau de la poitrine, au niveau du sternum. Ensuite, on passe dans le triangle supérieur, donc les centres d'énergie plus subtils, avec le cinquième chakra, qui est lié donc au chakra de la gorge, qui est relié à l'élément donc éther, l'éther qui est la forme de l'air la plus pure qui soit. Il est représenté par la couleur bleu clair, et c'est lié au pouvoir de projection du verbe. C'est lié au fait d'oser s'exprimer, de laisser le verbe s'exprimer librement et de façon la plus juste possible. Voilà, donc c'est également très important parce que souvent, quand on a tendance à garder pour soi, les émotions viennent souvent se bloquer dans la gorge. Ensuite, nous avons le sixième chakra, donc qui lui est lié vraiment à l'intuition. Il se situe entre les deux sourcils, au niveau donc de la glande pituitaire. Et c'est également le centre que l'on appelle le mental neutre, puisqu'on a les deux hémisphères cérébraux du cerveau qui viennent se croiser exactement en ce point. Et donc, quand on porte notre attention, par exemple, quand on a les yeux fermés, qu'on dirige notre attention entre les deux sourcils, ça permet de se centrer davantage et beaucoup plus rapidement, tout en se connectant justement à son intuition. Donc, on se met sur une autre fréquence d'écoute. Ensuite, donc on pourrait dire que ce sixième chakra, il est lié vraiment à la sagesse, à notre sagesse intérieure. Il nous relie à notre sagesse intérieure. Ensuite, nous avons le septième chakra, donc qui se situe au niveau donc de la couronne de la tête, qui lui est représenté par la couleur violette, qui est relié donc à la glande pinéale et qui est lié donc à la conscience universelle. Donc c'est vraiment le centre énergétique le plus relié, le plus conscient de notre corps. Et donc là, on a énuméré les 7 centres énergétiques. Et donc l'énergie vitale, qui elle se situe à la base de la colonne vertébrale, elle est souvent représentée d'ailleurs comme un serpent qui s'enroule autour de la colonne. Et en fait, elle va circuler comme ça de centre énergétique en centre énergétique dans les 7 chakras.
Et à force de pratiquer au quotidien, après, il y a plein d'autres techniques aussi de travailler sur cette énergie, mais là, comme on parle du Kundalini Yoga, c'est vraiment dans le cadre du Kundalini Yoga. À force de pratiquer au quotidien, et ben, cette énergie, elle est de plus en plus active et elle va circuler de façon de plus en plus équilibrée dans chaque centre énergétique. Ça, c'était un point. Il me semblait que je voulais rajouter autre chose par rapport à cette énergie. Oui, parce que après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fonction, en fait, quand on commence à vraiment ressentir son énergie, être à l'écoute de son corps, on peut sentir que suivant ce qu'on va traverser, on a besoin de renforcer un petit peu plus son 3e chakra. On a un projet à mettre en place, on sent qu'on n'est pas très sûr de soi, qu'on a besoin de renforcer cette puissance, cette force pour aller au bout de son objectif. Et l'avantage avec le Kundalini Yoga, c'est qu'il y a des thèmes en fait différents pour des différents cours, et vous pouvez en fait après choisir le thème qui va le plus vous parler dans l'instant et qui sera vraiment adapté, qui va activer l'énergie plus précisément dans tel ou tel centre énergétique. Donc ça, c'est également intéressant parce que on n'a pas forcément les mêmes envies et surtout les mêmes besoins en fonction de ce que l'on traverse dans sa vie. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le concret en vous expliquant comment se déroule un cours précisément. Donc, il y a le côté martial en Kundalini. Comme je le disais, c'est un yoga qui à la base était transmis que de bouche à oreille, de maître à disciple. Maintenant que ça a été répandu à un plus grand nombre, les enseignements, les cours ont été retranscrits par écrit. Et en fait, en tant que professeur de Kundalini Yoga, on se doit de transmettre dans la plus pure authenticité l'enseignement. Donc en fait, les cours sont déjà existants. On ne peut pas, par exemple, échanger l'ordre des postures. Donc il y a des cours avec des thèmes. Il en existe des centaines, des milliers, et on se doit de respecter l'ordre dans lequel les postures, par exemple, ont été transmises. Voilà, c'est une science ancienne. Si les postures ont été intégrées dans cet ordre précis, ça a du sens. Et donc nous, en tant que professeurs, on ne remixe pas le Kundalini Yoga, en fonction de nos envies. Par contre, on choisit les thèmes qui vont le plus nous convenir pour donner les cours. Et là, les thèmes sont infinis. Ça peut être, pour vous donner une idée, on peut très bien travailler sur le système digestif, sur le système nerveux, sur le système immunitaire, mais on peut également stimuler la glande hypophyse, tout le système endocrinien. C'est vraiment, vous voyez, il y a des kriyas par exemple spécialement pour femmes enceintes. Ce que j'appelle kriya, c'est justement les cours en fait, les enchaînements de postures. On appelle ça kriya. Il y a des kriyas pour la confiance en soi, pour la paix, pour la tolérance. Donc vraiment, c'est très 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 varié. Et je dirais que c'est ça qui aussi plaît à un plus grand nombre, c'est ce côté varié où on ne s'ennuie pas dans la pratique. Donc il y a ce côté donc très traditionnel, et il y a également ce côté martial, puisque avant de commencer un cours, on commence avec un rituel en fait de début de séance, comme dans certains arts martiaux où l'on salue avant de rentrer sur le tatami. Dans le Kundalini Yoga, on prononce également un mantra, donc que l'on prononce 3 fois, qui permet en fait d'harmoniser le groupe. Parce que même si c'est une pratique individuelle, le fait de pratiquer en groupe
il y a une énergie qui circule entre les uns et les autres. Et quand on arrive au cours de yoga, chacun a eu sa journée avec soit sa dose de stress, soit ses préoccupations. Et le fait de prononcer ce mantra 3 fois, ça laisse le temps à chacun de s'harmoniser les uns par rapport aux autres et surtout de faire le vide par rapport à ce qui s'est passé dans la journée avant de rentrer dans la pratique. Et là, quelque part, on rentre dans un espace, j'ai envie de dire sacré, où l'on s'accorde un temps pour soi, en dehors du temps, de l'espace-temps, et où on va se consacrer totalement à la pratique et en essayant de rester le plus présent possible dans l'instant, dans ce qui est proposé. Donc une fois qu'on a prononcé ce mantra, donc qui est le mantra Om Namo Gurudev Namo, c'est un mantra qui permet de se connecter en fait à son énergie créatrice. Alors quelque part, on appelle l'énergie à l'intérieur de soi, toujours à l'intérieur de soi, pour nous faire passer de l'ombre à la lumière. Voilà, Guru, ça revient souvent en fait en Kundalini, donc en sanskrit en fait. C'est les deux polarités de l'être. Voilà, ça s'écrit G-U-R-U et ça représente vraiment le négatif, le positif, mais également le masculin, le féminin, l'inconscient, la conscience, donc lié à chacun. Et donc on se recentre par rapport à soi, à son potentiel. Et ensuite, on enchaîne avec le kriya, donc le kriya qui est l'enchaînement de postures. Et là, on rentre en fait dans une pratique qui va être assez dynamique et rythmée. Souvent, en fait, les postures sont en mouvement et c'est des postures assez courtes que l'on enchaîne rapidement. Donc, généralement, elles durent entre 1 et 3 minutes. Et il peut y avoir entre, on va dire, 5 et 12 postures lors d'un cours. Et chaque posture va être accompagnée de différentes respirations qui vont en fait permettre de décupler les effets de la posture. Et donc, suivant sur quoi on va travailler, suivant dans quelle énergie on est, ce que l'on traverse. Parfois, 1 minute, ça peut paraître très long. Donc, même s'il n'y a pas de performance à atteindre, on apprend à dompter son mental, à ne pas être esclave de son mental, mais au contraire, à rendre le mental au service de soi. Le mental, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais la plupart du temps, on a des pensées très limitantes. Et dans les postures, souvent, ce mental s'active du type cette posture est trop difficile, je vais pas y arriver, je suis pas capable, je vais lâcher. Et donc, il y a cette notion de keep up, comme on dit, de tenir bon, mais tenir bon avec de l'engagement, de la volonté, mais sans pour autant traverser en force en fait dans les postures. C'est plutôt traverser dans un lâcher prise. Voilà, apprendre à canaliser également ses pensées en se disant, par exemple, bon, c'est difficile, mais je traverse. C'est juste un cap à passer. Je peux aller un petit peu plus loin et on se rend compte qu'en fait, effectivement, une fois que le cap de résistance où le mental va s'activer, etc., une fois qu'on arrive à dépasser ce cap, et finalement, on peut aller beaucoup plus loin. Et on se rend compte qu'en fait, les limites, elles sont purement le fruit de notre imagination. On peut vraiment décupler son potentiel. Donc il y a cette phase d'enchaînement de postures qui va réveiller l'énergie, qui quelque part va tendre le corps pour ensuite lui permettre de se détendre. Et là, on va aborder donc la phase de relaxation profonde. Et je dirais c'est là où le professeur de Kundalini Yoga peut laisser sa créativité s'exprimer, car c'est une relaxation qui est guidée pendant la moitié du temps. Donc le kriya dure à peu près 30 minutes. Après, la relaxation va durer une dizaine de minutes et on va guider la moitié du temps à peu près. Voilà, 4-5 minutes. Et ce temps de relaxation, il est important
déjà d'une part parce que on apprend à lâcher prise, on apprend à se laisser aller dans cette détente, et c'est aussi une phase qui permet d'intégrer en fait les effets des postures que l'on a pratiquées au préalable, puisque l'on agit sur le champ magnétique, sur différents centres d'énergie. Ça permet à cette énergie vraiment de s'intégrer dans le corps, dans les muscles, dans les cellules, dans les méridiens. Donc c'est essentiel avant la phase de méditation. La phase de méditation qui va durer une quinzaine de minutes après la phase de relaxation, et qui quelque part est la finalité du cours. C'est en fait tout ce qui est fait au préalable, les postures, la relaxation, c'est pour préparer à l'état méditatif. Et la méditation peut être sous plein d'aspects différents. D'ailleurs, c'est ce que j'explique aux personnes qui me disent mais moi je ne sais pas méditer, je n'ai jamais médité, et pourtant il arrive plein de fois où l'on se retrouve en état méditatif sans pour autant être conscient que l'on est en méditation. Par exemple, si l'on marche dans la nature en étant totalement présent de chaque arbre, de chaque feuille, en étant vraiment dans l'observation de ce qui nous entoure, c'est de la méditation. C'est de la méditation contemplative, mais quelque part, on est totalement présent dans l'environnement dans lequel on est. Ou encore, par exemple, quand on regarde un coucher de soleil et que on est absorbé par ce que l'on est en train de regarder, là également, c'est une méditation. La méditation, c'est l'art d'être totalement présent dans l'instant. Et c'est là où on se rend compte que on est sans arrêt pollué par nos pensées. Et des pensées qui ne sont pas vitales. Voilà, si on devait toutes les écrire sur une feuille, on pourrait enrayer les 90% qui nous traversent l'esprit tous les jours. Donc c'est l'outil de la méditation, c'est un bijou, c'est un joyau pour préserver son système nerveux et pour accéder à un espace en soi qui nous permet d'atteindre vraiment plus de sérénité, mais j'irais même plus loin, je dirais plus de joie de vivre. Ça permet d'avoir un regard plus neutre, plus objectif sur la vie, mais aussi plus joyeux, quoi, plus éclairé, plus lumineux, et forcément avec plus de joie, plus de positif dans ce qui nous entoure. Et donc là, il existe plusieurs types de méditation. On peut utiliser des méditations qui vont être juste accompagnées de techniques de respiration que l'on appelle pranayama. On peut utiliser des méditations silencieuses où l'on va rester statique, généralement en utilisant un mudra, donc c'est-à-dire une position des mains, ou la plupart du temps en Kundalini Yoga, des méditations chantées. Ces méditations chantées sont très puissantes puisque permettent également de connecter avec sa créativité, oser libérer sa voix, parce que ce n'est pas un cours de chant, mais la plupart du temps, la voix, on a du mal à la sortir. Là, avec le souffle, on apprend aussi à aller la chercher dans son ventre et même dans la symbolique. Voilà, exprimer sa voix, c'est ce qui se dégage aussi du Kundalini Yoga. On va mettre sa teinte aussi dans la façon dont on va chanter la méditation. Et en fait, on est comment dire, on est très conscient de l'instant, mais néanmoins, le fait de chanter un mantra, donc qui va être en sanskrit, puisqu'on n'est pas dans la compréhension, on va pas intellectualiser ce que l'on chante, on rentre plutôt dans la vibration du chant. Donc en fait, le fait de chanter le mantra va permettre à notre attention d'être focalisée sur le chant. Si on commence à partir dans son mental et à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire à manger en rentrant ce soir après le cours de yoga,
ou ah bah qu'est-ce que j'ai fait que j'ai oublié de faire juste avant de venir. Bon bah en fait quand on chante, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de réfléchir à ça, sinon on perd directement le fil. Donc c'est un outil que l'on utilise beaucoup en Kundalini Yoga, les mantras lors des méditations, pour canaliser, pour centrer toute l'attention sur l'instant présent. Et en fait, même si au début, on peut avoir un petit peu des réserves parce qu'on n'a plus l'habitude de chanter, de laisser cette spontanéité émerger de soi, après, on se rend compte que cette méditation chantée, elle crée un lien invisible entre chaque participant dans un cours. On entend les différentes tonalités des uns et des autres et ça crée un lien qui rend cette méditation encore plus puissante et encore plus en lien en fait avec le cœur. Car quelque part, ça permet de conscientiser aussi cette énergie du cœur, d'aller mettre de la conscience aussi dans ce potentiel d'amour et de cultiver cet amour à l'intérieur de soi, quoi. Donc ça, c'est important. Et donc après, là aussi, les méditations, elles ont des thèmes très variés. Il existe des centaines, des milliers de méditations. On peut faire des méditations guérissantes, on peut faire des méditations pour la prospérité, des méditations pour atteindre un objectif, des méditations pour par exemple développer sa capacité à donner et à recevoir. C'est vraiment là aussi très très varié. Et en fait après, quand on a terminé de méditer, on termine à nouveau avec un mantra de fin de séance qui clôture la fin de cet espace. On pourrait dire de guérison, hein, parce que même si c'est une pratique physique, etc., il y a quand même un nettoyage qui se fait de l'intérieur. Et donc on termine en prononçant 3 satnams et on s'incline en fait vers l'avant, vraiment comme une révérence envers soi, mais également une révérence pour la planète tout entière. Parce que parfois on oublie que cette planète nous porte au quotidien et que c'est grâce à elle que l'on est debout aujourd'hui. Donc c'est à chaque fois un retour aux sources. Voilà. On renforce ses racines dans la pratique, mais on apprend aussi à voir la beauté en toute chose aussi à l'extérieur de soi. Et donc après, concernant les bienfaits du Kundalini, ils sont très très vastes. Ils sont vraiment très très vastes. Si je dois parler par rapport à mon expérience, je pense que vraiment le Kundalini Yoga peut changer une vie, puisque il apporte énormément à l'intérieur de soi. On apprend vraiment à développer tous les outils, les ressources nécessaires pour face aux situations qui se présentent, être le plus juste possible envers soi-même et de ce fait envers les autres. Mais c'est vrai que c'est un yoga qui est tellement puissant que il demande à être prêt sur un certain plan. Voilà, prêt à être intégré, prêt à ce que du coup il y ait des choses qui émergent à l'intérieur de soi, puisqu'il y a forcément un changement qui s'opère. Et si une personne n'est pas prête, ce qui est pas péjoratif, hein, je veux dire, on a tous des moments de notre vie où on est plus ou moins en maturation pour certaines choses, mais si une personne n'est pas prête à ce qu'il y ait trop de changements ou d'émotions qui émergent ou même de prise de conscience, peut-être que le Kundalini Yoga sera trop puissant au premier abord. Mais moi, je pense que ce qui émerge, c'est ce qui est prêt également à émerger. Donc, quelque part, c'est que c'est juste. Mais oui, moi je vois dans les gens, dans les pratiquants de Kundalini Yoga, je vois effectivement les corps qui se déverrouillent, mais très rapidement. Hein. Par exemple, des gens qui ne peuvent pas s'asseoir en tailleur et qui, au bout de 3 mois, prennent très bien la posture.
et ça se fait justement dans un lâcher prise, sans forcer, puis sans qu'ils pratiquent. Voilà, ils font 1 heure par semaine et il y a déjà un changement qui s'opère physiquement. Et après, c'est sur un plan plus subtil où on voit un éclat qui fait que on voit les gens qui prennent une posture où ils se redressent, ils se tiennent plus droit, plus dans leur verticalité, et il y a quelque chose de plus subtil qui émane de eux, où on a l'impression qu'ils sont dans plus radieux, et ça c'est voilà, moi je suis toujours impressionnée. C'est ce qui m'impressionne le plus chaque année dans les cours, c'est de voir la transformation des gens qui pratiquent, et sans pour autant qu'ils soient dans une quête ou une recherche. C'est que le processus opère quand même, quoi. Le fait de pratiquer, et ça y est, le processus s'enclenche. Donc voilà, peut-être qu'après avec les questions, on pourra justement plus rebondir sur les bienfaits qui sont vraiment personnalisés en fonction des attentes et des besoins de chacun. Moi, j'ai envie de rebondir sur la méditation chantée surtout, Oui. puisque je me rappelle le premier cours que j'ai fait, je faisais carrément du playback. Parce que c'était étrange pour moi. Enfin, je sais pas si tu te rappelles la première fois où je suis venue en cours et maintenant, c'était vraiment étrange. Alors j'essayais de chantonner, j'osais pas trop me lâcher, et je conseille à tous ceux qui vont essayer ce yoga, qui ne l'ont jamais essayé, de passer ce cap, de continuer, d'insister, parce que maintenant, c'est le moment que je préfère. Quand c'est la méditation chantée, là, mais je suis à fond les ballons, je vibre à fond mes mantras, et je me soucie plus de qui, quoi, qu'est-ce, dans quelle étagère. J'entends mes collègues autour de moi, et je trouve ça super chouette. Et vraiment, ça n'a plus rien à voir. Mais j'avoue que, effectivement, comme elle disait Liselotte, au départ, carrément, parfois même, je faisais du playback. Surtout pour ne pas m'entendre moi. Pas parce que j'avais peur qu'on m'entende, mais je voulais pas m'entendre moi. Je voulais pas laisser sortir ça de moi. Et aujourd'hui, mais tant pis, quoi. On dirait Barry White, mais je m'aime. Et ça, c'est merci Liselotte, et merci le yoga Kundalini, parce que ça m'a permis de dépasser ça, en fait. Et c'est énorme. Et maintenant, je chante tout le temps. Didier, il n'en peut plus de moi. Et surtout, pour ceux qui disent que le yoga, parce que souvent, quand je dis que je fais du yoga Kundalini, on me dit « Oh, tu fais du yoga, mais c'est un truc de vieux. » Mais vraiment, venez, pour ceux qui sont de Montpellier, venez avec nous, faire juste un cours. Vous allez voir comment c'est pas du tout un truc de vieux. Des fois, je rentre chez moi, Robocop est beaucoup plus sensuel. Bon, je suis pas une grande sportive dans l'âme non plus, faut le dire. Mais vraiment, Robocop est beaucoup plus sensuel que moi. C'est tonique, ça raffermit le corps. Et au-delà de ça, quand je fais du yoga régulièrement, puisque là, mon activité me permet je suis un peu plus absente, je canalise beaucoup plus vite, je me sens beaucoup plus centrée à tous les niveaux, que ce soit physique, psychologique ou spirituel. Moi, je dis toujours, je suis au carré. Quand je sors du yoga, je suis totalement centrée, quoi. Et ça a pas de prix, quoi. C'est au même titre qu'un soin énergétique, un outil de guérison. Voilà, c'était tout. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'ai pas regardé puisque je t'écoutais. Didier, il y a des questions? Alors, j'ai vu plus des commentaires passer. Et les questions, j'en ai pas vraiment vu. Non, je ne vois pas de questions. Okay. Donc je croyais que la glande pinéale correspondait au troisième œil, et non pas donc la pituitaire, sous-entendu. Mais en fait, elles sont... Elles sont alignées, en fait. Voilà. Pas au même niveau, mais on les appelle aussi hypophyse et épiphyse. Ouais, il y a différents termes. Donc on a Jos qui visiblement connaît les mantras du Kundalini Yoga, puisqu'elle dit qu'ils sont merveilleux et puissants. Exact. C'est pas un yoga de fainéant. Faut être courageux pour ce yoga. Ok. Voilà. Mais pas de questions pour l'instant. Pour l'instant, pas de questions. Si vous avez des questions.
C'est que tu as été très claire. Après, il y a certains sujets qui n'ont pas été abordés, vu qu'on les abordera lors de prochaines émissions. Voilà, on Moi, j'en rentre avais plus dans les peut-être une détails. question d'ailleurs. Oui. Je me posais la question, mais je pense que j'ai en partie eu la réponse. Mais finalement, si on fait le choix dans sa région, d'aller faire du Kundalini Yoga, qu'est-ce qui pourrait être un ou plusieurs critères qui définit un bon professeur de Kundalini Yoga? J'ai déjà entendu effectivement l'idée des kriyas et le fait de respecter l'enchaînement des positions, donc une certaine progression en lien avec la tradition. Donc ça, je l'ai entendu. Mais est-ce qu'il y a d'autres arguments? Ce serait un professeur déjà qui pratique ce qu'il enseigne. Pardon. Excusez-moi. C'est un bon argument. Et après, c'est vrai que pour le choix du professeur, ça va vraiment, ça se fait sur différents plans. Je pense qu'il faut que la personne elle ait vraiment un feeling parce que pour recevoir l'enseignement, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui passe avec la personne qui va transmettre. Et ça va se faire sur différents plans. Soit l'énergie que la personne va impulser, ou même par exemple la voix que la personne va avoir pendant le cours. Voilà, c'est des choses. Si par exemple on n'apprécie pas la voix de la personne qui transmet, ça va être compliqué peut-être de se détendre, de recevoir la relaxation. Donc il y a de ça. Après, c'est surtout que les étapes, par exemple, que j'ai définies d'un cours, qu'elles soient respectées. Là, on sait que on pratique du Kundalini Yoga. Étant donné que dans ces pratiques, en fait, il n'y a pas de diplôme reconnu vraiment par l'État, c'est vrai que parfois, certains font un petit peu 5-6 yogas différents, voilà, avec des mélanges. Donc, voilà, si la structure du cours est respectée comme je l'ai énoncé, bon, déjà, c'est que c'est du Kundalini Yoga. Après, il s'agit de trouver la personne qui va correspondre à ce que l'on souhaite recevoir. Et il n'y a qu'en essayant que l'on peut savoir. Évidemment. Okay. Alors, on a des questions qui arrivent. Aline? Oui, alors, si tu en as une, vas-y, parce que là, moi, j'écoutais. Pas de souci. On a Roselyne. Bonsoir Roselyne qui nous dit quels sont les éléments pour j'imagine, le chakra 6 et le chakra 7. C'est vrai que il n'y a pas d'éléments de mémoire mentionnés dans les enseignements. Non. Ils y sont pas. Ils sont pas reliés en fait à un élément précis. Après, ils sont vraiment aussi. Le 6e et le 7e chakra sont très reliés aussi entre eux, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'éléments terrestres entre guillemets reliés. Après, parfois, on parle même d'un 8e chakra qui lui est relié au champ électromagnétique et qui va être relié à l'aura. Voilà. Mais on va dire il est plus subtil. Voilà, il n'est pas dans le corps, vraiment relié à un organe du corps. Donc c'est pour ça qu'on ne le cite pas systématiquement. Chakra de l'étoile de l'âme. Là. Pour ma part, enfin, ce que j'ai reçu comme enseignement. Ensuite, on a Miska. Alors Miska, elle dit 2 choses. Elle dit d'abord « Merci, je ressens un tel entrain que cela me donne envie de m'y mettre. » Eh bien, écoute, je te le conseille vivement, Miska. Et ensuite, elle demande « Est-ce que le Kundalini Yoga peut être pratiqué par une personne qui est en dépression? Merci. » Ah c'est même vivement conseillé. Quelque part, la dépression, quand elle arrive, c'est qu'on est prêt à ce qu'il y ait un changement qui s'opère. Et justement, le Kundalini Yoga, c'est un précieux allié, un outil pour accompagner dans ces périodes de changement, de transition, de transformation. Je pense que justement, ça peut permettre d'accélérer le processus et tout à fait, je le conseille fortement. Et sans parler de dépression, par exemple des personnes qui vont être très fatiguées, qui vont se sentir affaiblies et qui vont se dire que c'est peut-être pas le moment pour elles d'aller pratiquer une activité physique qui va leur demander de l'engagement.
c'est justement dans ces moments-là que l'on va pouvoir ressentir encore plus les bienfaits. C'est qu'il y a une fuite d'énergie, donc c'est important d'aller vers ce type de pratique pour aller emmagasiner de l'énergie et reprendre des forces. Et c'est surtout dans les moments où on est un petit peu plus en état de faiblesse, etc., que l'on va d'autant plus ressentir les bienfaits de la pratique. Très bien. Super. Donc, on a Roselyne qui te remercie. Et ensuite, on a Jannick qui nous pose la question suivante, qui est, ma foi, intéressante. Y a-t-il des contre-indications, donc c'est entendu à la pratique du yoga Kundalini Yoga, par exemple des maux de dos ou autres soucis physiques? Alors, il n'y a pas beaucoup de contre-indications parce que vraiment on peut adapter les postures. Tant qu'on ne fait pas en force, que l'on se respecte, honnêtement, moi, j'ai rarement eu des gens qui se sont blessés ou qui se sont fait mal pendant les cours. Voilà, c'est déconseillé surtout pour, par exemple, les personnes qui vont être épileptiques. Il y a une vigilance parce qu'on utilise une respiration dynamique, donc ça peut déclencher des crises pour des gens qui sont épileptiques assez élevés. Mais dans ces cas-là, ils pratiquent pas cette respiration-là. Ou les gens qui auront été opérés du dos et qui vont avoir vraiment des plaques dans le dos, voilà, qui ont vraiment subi une opération avec des plaques qui fait qu'ils peuvent pas en fait assouplir vraiment leur colonne vertébrale. Mais sinon, moi j'ai des gens qui pratiquent avec des hernies discales et qui ressentent vraiment les bienfaits et ça apaise les douleurs. Donc après, en étant bien accompagné, en le précisant à l'enseignant avant le début du cours, c'est important qu'on le sache quand même. Il n'y a pas plus de contre-indications que ça. Et en ayant bien sûr suivi avec son médecin traitant ou le spécialiste adapté. Tout à fait. Monique, ta question était intéressante, c'est dommage que tu l'aies retirée. Parenthèse. Voilà. Moi, je l'ai pas vu. Merci beaucoup pour les réponses, dit Jannick. Est-ce que tu as terminé ta présentation ou non? Moi, oui. D'accord. Après, je peux approfondir si besoin, mais... Non, mais comme j'ai dû m'absenter, je savais pas si c'était fini ou si c'était juste une pause. Excusez-moi. Nous avons une question de Monique. Alors, elle dit il y a plus que 8 chakras, mais en Kundalini, on ne parle que de 7 chakras qui sont en lien direct avec le corps. Oui. Coucou Liselotte et gros bisous de Bretagne. Être une collègue enseignante. D'accord. Coucou Monique. Voilà, on a Miska qui dit oh super, merci beaucoup. Après, tu as apparemment été très clair. Hein. Alors, c'est tout la réponse pour Monique? Oui. Oui, mais il n'y a pas vraiment de question, mais non, il n'y a pas de question en fait. C'est pas une question, c'est une affirmation. Ah, elle dit il y a plus que 8 chakras, mais en Kundalini, on ne parle que de 7 chakras qui sont en lien direct avec le corps. Ok, je crois Coucou Liselotte et gros bisous de Bretagne. C'est une amie, c'est une collègue professeure apparemment de yoga aussi à Liselotte. Très bien. Après, voilà, c'est plus au niveau des corps subtils, voilà, on a 10 corps subtils, c'est-à-dire que même dans le champ électromagnétique, voilà, il y a encore différents corps subtils. Mais c'est vrai qu'après, on rentre vraiment dans de la théorie. Il y a déjà fort à faire avec le corps, on va dire. Oui, vraiment, ça passe par la pratique. Parce qu'en fait, l'expliquer de façon théorique, je vais pas dire que ça servirait à rien, mais le mieux, c'est d'expérimenter et de ressentir. C'est ça. Ok. Alors, eh bien, vous avez des questions? Il n'y a plus de questions. Vous n'avez plus de questions. Elle a été si claire que ça, notre petite Liselotte. Grande. Moi, c'est ma petite. Ah, la maman qui ressort. La petite nouvelle sur Ascension TV. C'est ça. Ça vous fait plaisir.
Bon, le temps qu'il y ait des questions peut-être qui arrivent, on peut présenter le programme des Oui, émissions que tout tu à vas fait. animer sur Ascension TV. Oui. Donc, prochaine émission prévue le 21 mai à la même heure, 21h. Qui portera donc sur un thème plus spécifique. On va aborder plus en profondeur les mantras, donc c'est les chants dont je vous parlais, qui sont des chants universels que l'on utilise donc pour ritualiser le début, la fin de séance en Kundalini Yoga et notamment dans les méditations, mais même dans certaines postures, car les sons peuvent accompagner en fait l'énergie du corps. On va également voir les mudras. Donc par exemple, le plus connu en Kundalini, c'est le Gyan Mudra, donc pousser index en contact. Voilà, expliquer pourquoi on utilise ces mouvements et la méditation. Donc approfondir également l'outil de méditation qui d'ailleurs se répand de plus en plus dans plein de domaines et qui, je pense, sera la clé de beaucoup de choses, hein, que ce soit pour optimiser l'activité professionnelle. Voilà, on peut l'utiliser au quotidien en fait la méditation. C'est même fortement recommandé. Ensuite, il y aura donc une troisième émission qui aura lieu, alors que je ne dise pas de bêtises, le 22 juin. Je vais revérifier quand même. C'est ça. C'est ça. Le 22 juin, ayant pour thème donc les pranayamas. Donc c'est les différentes techniques de respiration. Et les bandas qui sont des fermetures du corps et de certains organes en fait dans le corps que l'on utilise notamment lors de fin de posture pour vraiment canaliser l'énergie vitale, notamment l'énergie Kundalini et permettre à cette énergie de remonter le long de la colonne vertébrale. Donc c'est peu connu ou maîtrisé, donc c'est bien d'aborder le sujet, puis après que les personnes qui le souhaitent peuvent aussi pratiquer chez elles pour ressentir. Voilà, donc 21 mai et 22 juin à 21h. C'est parfait. C'est parfait. On a des questions, Aline, je te laisse prendre la suite. Miska. Ton micro est coupé. Ah oui, moi je suis la reine du micro coupé. Miska qui dit: existe-t-il une fédération ou un site officiel qui recense les organismes qui proposent la pratique du Kundalini Yoga? Merci. Alors, il existe 2 fédérations en France. Donc moi, je vais parler de celle qui me concerne, hein, celle à laquelle moi je suis affiliée, qui est la FTKY, donc la Fédération de Tantra et Kundalini Yoga. Et donc il existe un site, hein, donc l'école du tantra, et sur ce site vous pouvez en fait voir suivant les régions, suivant dans quelle zone géographique vous vous trouvez, où se trouvent en fait les professeurs de Kundalini Yoga agréés et affiliés à la FTKY. Voilà, au moins tous les profs de Kundalini Yoga qui apparaissent, ce sont des gens qui ont fait le cursus de formation complet auprès de l'école du tantra. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Parfaitement. Très bien. Ensuite, on a Christelle qui nous dit: j'ai un problème de genou, amplitude qui ne me permet pas de plier complètement la jambe. Est-ce qu'il est possible d'adapter les mouvements en position? Oui. Excuse-moi, parce qu'il y avait un message plus loin. J'ai abandonné l'idée de faire du yoga à cause de ça. Merci.
Finalement, les problèmes les plus répandus au niveau du corps physique, c'est les genoux et le dos. Et bien sûr que c'est possible de pratiquer, mais il faudra bien sûr adapter les postures. Donc, il y aura peut-être pas toutes les postures qui seront possibles de faire, notamment celles où on s'assoit par exemple sur les talons à genoux. Mais même pendant la méditation, si on est assis jambes croisées, certaines personnes tendent une jambe, plient l'autre. Mais moi, j'incite quand même à de temps en temps, voilà, réapprendre à plier petit à petit ses articulations. Après, on fait en sorte que l'énergie recircule petit à petit pour amener une souplesse. Mais en faisant rien, quelque part, ça va de plus en plus se rigidifier, donc c'est un petit peu dommage. Et pour les postures, par exemple, que l'on ne peut pas pratiquer dans un cours, moi, j'invite à se visualiser mentalement en train de pratiquer la posture. Et c'est assez fabuleux, mais le corps l'intègre sur un certain plan. Le fait de se visualiser en train de pratiquer la posture, ça s'intègre. Donc, différemment, mais ça s'intègre quand même. Donc, non, ce n'est pas handicapant. Et on a moins de courbatures. Et ça fonctionne aussi bien. Nous avons Claire qui demande « Et des cours de Kundalini Yoga sur Ascension TV ?» Point d'interrogation. Nine. A Je priori. Je la tanne, Claire. Je sais pas, ça serait possible. Il n'y a pas de supervision. Ce serait possible. Après, c'est plus. Voilà, oui, c'est vrai qu'il y a ces nouvelles technologies, les outils évoluent. Après, je pense que l'énergie, enfin, quand on donne un cours, par exemple dans l'instant T, si après on revoit une émission ou un cours dans un autre espace-temps, dans un autre contexte, parfois je m'interroge en fait sur le fait est-ce que ce sera tout aussi bénéfique ou tout aussi juste. Mais voilà, en fait je reste avec le point d'interrogation. Je dis pas non, je dis pas oui, à voir, à méditer. Ouais. Après, à titre personnel, je mettrais un bémol, c'est-à-dire qu'une personne qui imaginons, n'aurait pas eu toutes les infos, toutes les précautions, etc., qui regarderait la vidéo en cours et qui prend une position alors qu'elle a des problèmes physiques, articulaires. Enfin, bon, peut-être c'est peut-être moi qui vais trop loin là, mais pour moi la supervision elle est essentielle. Oui. J'ai un petit peu de mal à l'idée de faire ça comme ça, voilà. Ouais. Après, tout est possible, donc il faut peut-être y réfléchir, mais là. Alors moi, j'ai commencé le yoga, par contre, sur Internet. C'est comme ça que j'ai eu envie de pratiquer après en vrai. Et ça m'arrive encore de mettre des vidéos, mais il y a des gens qui vont pas te donner les bases de sécurité, comment placer ton corps, et d'autres qui le font très bien. Et donc voilà, il faut juste bien choisir ses vidéos, bien choisir les professeurs avec lesquels tu vas travailler sur le net. C'est comme partout, hein. Il y en a il y en a qui. Oui, mais pour l'avoir fait, mais dans un autre cadre qui n'est pas du tout celui de yoga, tu peux bien avoir les indications de comment positionner ton corps. Tu penses l'avoir fait correctement, mais si tu as quelqu'un extérieur, il te dit non, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. C'est-à-dire que je sais pas comment expliquer, mais pour faire court, Oui, mais oui, tu vois ce que je veux dire? pour superviser. S'assurer que la consigne a bien été intégrée. Enfin là, je parle de coaching sportif. Où je pensais avoir pris la bonne position, j'étais sur mon coup, et puis en fait non, il vient me corriger, le coach vient me corriger, et j'avais pas pris conscience en fait, j'étais pas réellement dans la bonne position. C'est à ça que je pense. Après, peut-être que c'est un débat qu'on peut avoir à un autre moment, mais, Mais non, et moi je suis d'accord avec toi, Didier. C'est vrai que le fait de ne pas avoir les personnes en visu, dans un cours, moi, quand je vois quelqu'un qui n'a pas compris ou entendu ma consigne, je vais le répéter pour que elle l'intègre. C'est vrai qu'après, quand on n'a pas les personnes en face, c'est un peu délicat. Mais bon, il y a effectivement des professeurs de Kundalini Yoga qui donnent des cours, la plupart du temps d'ailleurs, certains payants, hein, ou c'est des abonnements en fait, en ligne, mais on s'éloigne un petit peu quand même
Ouais. Après, Pas rien de de mieux solution. que le cours, hein, rien de mieux que le cours avec un prof. Eh oui. Moi, j'ai fait les 2. Ça fait 3 ans que je suis avec toi, tu vois? Donc après c'est Avec pratique. un prof et puis avec le groupe aussi, parce que le fait de pratiquer tout seul chez soi, c'est vraiment différent dans l'énergie que dans un groupe. Par contre, maintenant que j'ai fait du yoga, quand je fais mes vidéos, étant donné que j'ai toutes les bases avec toi, voilà, ça me permet de pratiquer à la maison quand je fais péter des cours. Voilà, je sais que j'ai toutes les bases et c'est un bon complément parce qu'avec la vie que j'ai, tu vois, c'est compliqué quoi. Donc le soir ou le matin, pof, je me pose, je me fais mon petit cours et je suis toute contente parce que c'est toujours mieux d'avoir un prof, même en vidéo. Voilà, je vois, j'applique, mais moi j'ai toutes les bases maintenant avec toi. Tu comprends? Toutes les bonnes bases. Donc voilà, j'avoue que c'est un pour. Moi je suis voilà, je suis pour et contre, hein. Contre effectivement parce que ça peut être dangereux pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, mais pour quelqu'un comme moi qui a une super prof qui déchire, eh bien voilà, j'ai toutes les bonnes bases et ça me permet d'avoir un complément à la maison. Alors si c'était des cours de Liselotte, je suis encore plus ravie. Mais bon, c'est pas Liselotte. Comme tu dis, avec une base, effectivement, parce que après, comme il peut y avoir des effets puissants, hein, puis d'un seul coup, une émotion qui remonte, quelqu'un qui a jamais pratiqué et qui, par exemple, va ressentir des choses comme ça, c'est vrai que s'il y a personne en face à qui, voilà, pouvoir, enfin, voilà, exprimer tout ça, ça peut être un petit peu, euh, ouais, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, quoi. Mais C'est effectivement, c'est mieux de pouvoir pratiquer un petit peu comme ça via cet outil, en parallèle des cours, plutôt que de ne pas pratiquer du tout. c'est ça. Ouais, ouais. Mais moi vraiment, c'est un bon complément pour moi. J'avoue que je suis pour, hein. Alors je sais pas, je dois être une femme moderne ou Non, mais je suis inconsciente. je suis pour, hein, parce que voilà, après moi, ça fait 3 ans que je pratique, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commencé comme ça, hein, par internet en fait, hein, et j'ai ressenti le besoin d'avoir un complément d'information et donc voilà, ton flyer est tombé dans ma boîte aux lettres, il n'y a pas de hasard. Et maintenant, je fais un complément avec les vidéos. Mais c'est sûr que j'adorerais avoir des vidéos de toi parce que voilà, j'ai un bon feeling avec toi et que je sais pas, là pour le coup, je suis vieux jeu. Ma prof, c'est ma prof, quoi. Voilà. Ok. Je vois pas d'autres questions, sauf si j'en ai loupé. Ou d'autres tours. Donc, pour Christelle, on en reviendra finalement, enfin, je parle pour Liselotte, mais elle va corriger si je me dis des bêtises, à l'idée de bien sentir, de bien choisir ton professeur et de l'informer, voilà, de bien sentir que c'est la bonne personne pour toi. Oui. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a encore des petites questions? Oui, et une séance filmée pour voir à quoi ça ressemble. Ils sont en train de négocier, j'hallucine. Alors, Liselotte, tu vas venir à la maison, j'ai ma caméra, ou alors je vais venir avec ma caméra à la salle. Un jour, je vais filmer un cria, tu vois, et on va la poster sur Ascension TV pour qu'ils Alors, voient à quoi ça ressemble. je propose mieux. Quoi. Laetitia, Pascal, Production Énergie Live, Liselotte Papose. Ah, mais attends, mais en plus, ils sont là, en ce moment, mais Alors, les autres, elle est en vacances. ok, je me permets de rappeler qu'on est en direct dans une émission et pas dans une conversation privée. Voilà. Donc, on va y réfléchir, Christelle. On va y réfléchir. Enfin, Christelle, Claire et tous les autres qui ont été Ça va dans être cette... une bonne excuse pour les faire revenir. Voilà. Ça peut paraître bête, mais ça me fait peur le regard. Oui, bah oui. Le fait de voir à quoi ça ressemble, effectivement, peut aider, mais peut-être qu'il y a des vidéos sur YouTube si ça est important pour toi. Voilà. Ouais. Après, comme on pratique les yeux fermés, Oui, c'est un juste rappel. C'est ça. Ok.
Bon, ben, est-ce qu'il y a encore des questions ou des idées comme celles que vous avez eues ou non? Messieurs, dames, Profitez-en. Après, ce sera pas avant un mois. c'est ça. C'est maintenant ou dans un mois. Faites votre choix. Ok. Et tu exerces où exactement? Alors, Je crois que tu l'as déjà j'exerce. dit. J'ai dit Montpellier aux alentours, mais donc Montpellier, Prades-le-Lez, donc c'est un petit village dans les hauteurs, Mirval. Petit village, mais il y a une bonne dynamique, hein, il y a vraiment du monde. À 7 également. Super. Alors, Roselyne pose la question, donc je vais traduire, en musique ou en silence? Donc, est-ce que ça se passe en musique ou en silence, sauf le temps de la méditation chantée? Le cours de yoga se passe en musique ou en D'accord. silence, sauf Alors, méditation? bon, dans ma fédération, on pratique en silence. Justement, pour contacter aussi en fait, le calme du mental, il se fait aussi dans un contexte où on va être aussi dans le calme, sans bruit, quoi, pour pouvoir vraiment apprécier aussi ce silence. Et c'est là où on se rend compte qu'on est très peu en silence finalement, et que l'on est dans une société où il y a du bruit constamment, constamment. Soit c'est un avion qui passe, soit c'est les voitures, soit et vraiment savoir apprécier un moment de silence sans avoir peur du vide, justement en appréciant ce moment purement, je dirais en fait totalement plein, quoi. Hein. C'est un silence riche. C'est vraiment précieux. Donc non, on pratique en silence, sans musique et en évitant de parler, bien sûr, pendant les cours. On se préserve pour la méditation et là, voilà, là. Pardon. Ok. Net, non, vas-y, Aline, c'est toi. Pardon. Ah, pardon, excuse-moi, je suis sur vous. On en est où? Nathalie, M. Depuis quand ce yoga existe en France? Car il ne semble pas encore bien développé. Effectivement, il est pas très développé, mais bon, il est arrivé dans les années 70 aux États-Unis. Jean-Jacques Rigoux, en fait, avait créé le premier ashram à la base, donc sans que ce soit une école de formation. C'était juste un lieu où des gens qui souhaitaient faire des stages, pratiquer le Kundalini Yoga. Je crois qu'il l'a fait peu de temps après. Hein, ça devait être dans les années 80, donc. Mais c'est vrai qu'on est peu comparé au Hatha Yoga qui est très répandu, mais pourtant ça fait au moins 35 ans déjà qu'il y a des profs de, de Kundalini Yoga en France. Très bien. Ensuite, Christelle demande, on peut s'inscrire à tes cours en plein milieu d'année ou il faut attendre septembre? Alors, je crois que tu as déjà répondu à ça, non? Alors, je disais qu'il n'y avait pas de niveau que les gens pouvaient intégrer, mais oui, moi, j'accepte. Mais logiquement, je pense que les profs bon, je parle pour ma fédération. Après, je sais pas les autres, mais généralement acceptent aussi. Moi, après, je fais au nombre du prorata du nombre de cours qui restent, et les gens s'inscrivent en fonction du nombre de cours qui restent. Et justement, il y a beaucoup de gens qui viennent en fin d'année pour pouvoir essayer en fait la pratique, par exemple pendant un mois. Après, il n'y a pas cours pendant juillet, août, et comme ça, ils savent directement en septembre si ça leur a plu. Ils savent déjà quelle activité ils vont faire et ça évite de perdre un mois ou deux en fait. Après, ça passe vite à la rentrée. On essaye 2-3 activités. On est déjà fin octobre, donc oui, c'est tout à fait possible. Christelle précise qu'elle habite à côté de Prades. Ah, de Ouais, Prades-le-Lez. Pardon? Prades-le-Lez. Prades. Prades. Non. Prades-le-Lez. Prades-le-Lez. C'est ça le nom en entier. C'est ça que je voulais dire.
Ouais, C'est ça. Oui, parce que je voyais pas ça écrit. Qu'est-ce qu'il raconte? et les deux en cœur, on l'a dit en plus, donc Merci. J'adore la coïncidence, dit-elle. Moi aussi. Alors après de Deleuze, c'est des cours uniquement en journée, soit le matin à 9h30, soit entre midi et 2. Et je dirais que c'est intéressant aussi. C'est plutôt un yoga qu'on pratique le matin, en fait, le Kundalini Yoga. D'ailleurs, je pense qu'on abordera ce sujet lors d'une prochaine émission. Et justement, quand on pratique la journée, ça permet de ressentir en fait l'énergie vitale que l'on a travaillée se décupler au fur et à mesure que l'on avance dans la journée. Tandis que quand on pratique un cours le soir, on est un peu coupé dans l'élan. Il vaut mieux aller se coucher d'ailleurs assez tôt, de pas attendre minuit, parce qu'en fait après l'énergie remonte et là on peut avoir effectivement du mal à dormir. Donc c'est très bien de pratiquer en journée. je confirme. Moi qui suis une couche tard, quand je fais mon cours le mardi à Mirval, je sais que si je passe une certaine heure, c'est fini pour moi. Je suis au taquet. Donc, c'est horrible. Mais bon, je suis tellement contente. Elle est à fond, Christelle. Hein. Il reste de la place dans tes cours à Prades, le Lez. Oui, il reste de la place. On te fera une petite place. Alors, Ok. Je te laisse lire Nathalie, je vais vérifier un truc. Alors Nathalie qui dit il y a énormément de cours en Gironde, mais pas dans le Lot-et-Garonne, avec un smiley qui lève les yeux au ciel et une petite goutte sur le front. Et oui, comme l'école est située sur Bordeaux, c'est vrai que c'est souvent des gens qui sont dans la région qui vont se former là-bas. Donc ouais, Lot-et-Garonne, forcément, il y a moins de monde. Mais bon, à Montpellier aussi, malgré que ce soit une grande ville. Donc C'est ça, j'allais te dire, tu sais que je sais même pas si j'ai même pas regardé s'il y avait d'autres cours de yoga Kundalini en fait. Je sais pas si vous êtes nombreux ou pas. J'ai jamais fait non, attention. on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. D'accord. Mais voilà, moi j'estime qu'il n'y a pas de concurrence, quoi, parce que c'est ça, chacun choisit aussi son professeur avec le feeling qu'il a et justement, en plus on sera nombreux, plus ça voudra dire que les gens sont prêts à travailler sur leur énergie pour un mieux-être pour eux et après au sein de leur foyer et voilà, le monde ira mieux, quoi. Donc C'est ce que je dis quand j'enseigne le Lao Tzu. Je leur dis mais répandez cette énergie, répandez cette lumière, qu'on soit nombreux à enseigner parce que plus on est nombreux, plus ça veut dire qu'on est nombreux à être éveillés. tout à fait. Donc c'est le but. Ouais. Ou en tout cas sur la voie pour pour s'éveiller. Mais oui. C'est ça. Alors, il y a Monique qui se fait de la pub. Elle a raison. Mais elle a grave raison. Monique, elle dit venez en Bretagne, il y a encore de la place. Pour toutes les personnes qui sont en Bretagne, il y a de la place chez Monique. Et je vous conseille vraiment le yoga Kundalini parce que c'est top de chez top. Peut-être qu'elle peut nous dire où elle est. Où es-tu, Monique? Pas précisément la ville, mais voilà. Il vaut mieux s'ils veulent la Bretagne, trouver. c'est grand. C'est beau, mais c'est grand. Ouais, il y a effectivement une antenne qui est développée en Bretagne. Nathalie qui dit j'adore la Bretagne, mais un peu loin. Donc voilà. Mais plus de questions? Écoute. Non. Bien, on va clôturer cette émission. Monique, c'est le moment de préciser où en Bretagne. Excusez-moi. On va remercier Liselotte d'avoir eu la gentillesse et de bien vouloir participer donc à Ascension TV et à transmettre un petit peu ses connaissances. On lui donne rendez-vous donc le 21 mai et le 22 juin pour en savoir encore plus donc sur le Kundalini Yoga et tout ce qui y est attenant. Quant à moi, je vous souhaite une excellente nuit, décidément, une très bonne nuit.
et on vous dit à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Je remercie Liselotte de sa présence et ainsi que tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Et pour clôturer cette émission, je vous dis Satnam. Eh bien, un grand merci encore à Aline et Didier, un grand merci à tous ceux qui ont été à l'écoute. Et puis voilà, si cette émission aura permis à certains ou certaines de s'initier à la pratique, au moins d'aller faire un cours d'essai par curiosité, moi je dis c'est gagné. C'est ça. Super. Eh ben, à très bientôt, à la semaine prochaine et au mois prochain pour Liselotte. Bisous, bisous. Satnam. Satnam, oui, si vous voulez. Satnam. Satnam.